deuxième session, si je puis dire, de notre programme Les expériences de violence, donc, puisque nous avions fini au mois de juin la première session, et nous reprenons donc pour 3 séances, donc celle d'aujourd'hui avec Patrice Guénifet, grand spécialiste de la Révolution française, de l'Empire, donc, qui appartient au CESPRA, donc l'ancien centre Raymond Aron. Et puis nous poursuivrons le mois prochain, en novembre, avec François Lissarag, donc antiquisant, sur l'anéantissement de Troie. Et je terminerai ce cycle sur la question, sur les pratiques de cruauté, ce qui permettra de donner un accent encore un petit peu plus tragique donc, à ce programme qui, il faut bien le dire, a été tragique d'un bout à l'autre. En tout cas, si certains d'entre vous n'ont pas ce programme, voilà, je le refais passer, voilà, pour que vous l'ayez. Je voulais vous dire d'autre part, pour introduire notre séance également, que ce thème expérience 2, nous le poursuivrons avec une nouvelle thématique qui s'intitule plus vite expérience des accélérations, et nous commencerons donc au mois de mars. Donc, nous terminerons cette première session donc, en décembre, et au mois de mars nous reprendrons. Et c'est Olivier Remeau, ici présent, qui a d'ailleurs déjà parlé dans ce séminaire, qui ouvrira donc une série de séances qui nous amèneront, là encore, jusqu'en décembre 2013, avec de nouveau une interruption au moment de l'été. Et là aussi, je me propose de vous faire passer, si vous n'avez pas, le programme. Déborah en a également à votre disposition. Enfin, dans le souci du fonds de dotation de l'EHESS, donc d'organiser ces événements et de sortir un petit peu du périmètre au fond académique qui est le nôtre d'habitude, nous organisons depuis l'année dernière, enfin je parle en année académique, avant l'été, nous organisons des petits déjeuners qu'on a appelés le 8-9 des hautes études, que nous organisons donc chez Chris Baker, donc rue du Faubourg Saint-Honoré, dans ces locaux, dans ces très beaux locaux. Et voilà, nous avons déjà fait 2 sessions. La première sur le dernier texte de François Furet, la seconde sur la question de la banqueroute de l'État royal. Et c'est 1 heure de débat autour d'un auteur et d'un livre récent publié par les hautes études. Le prochain sera autour de Jacqueline Carrois, et l'ouvrage s'intitule Nuit savante, une histoire des rêves, 1800-1945. Ça nous sortira un petit peu et du très contemporain et des sujets trop tragiques qui attirent excessivement certains d'entre nous autour de cette table. Voilà, et donc voilà, c'est une formule qui est très agréable, et là aussi je vous fais passer les petits feuillets préparés par Déborah. La prochaine séance donc est le 23 octobre. Nous commençons à chaque fois très strictement à 8h, puisqu'il est la règle à 8h du matin, parce que la règle c'est qu'à 9h, chacun va à des activités généralement moins amusantes que celles qui nous ont occupées, en même temps qu'on prend un café et un croissant. Voilà, eh bien, je crois que j'ai introduit à peu près donc la séance d'aujourd'hui. Enfin, la séance, je ne l'ai pas introduite, je l'ai introduite maintenant, pour dire voilà, que je remercie Patrice Guénifet de venir nous parler de cette question du massacre de Jaffa, mars 1799, donc crime de guerre, entre d'interrogation, violence, droit et souveraineté. Je crois qu'il a le projet de nous parler une petite demi-heure, dans un premier temps, pour nous placer un peu le sujet, et puis ensuite, eh bien, comme on fait d'habitude, on débattra avec lui pendant, je pense, 1 heure, et puis voilà, je vous demande votre confiance. Quand je sentirai légère fatigue de l'assistance, eh bien, on pourra dîner ensemble. Voilà. Merci Patrice, donc je te cède la parole. Bien, bon, d'abord merci pour l'invitation aux organisateurs de ce séminaire pour parler d'un sujet sans doute moins marqué par l'actualité que ceux qui ont été évoqués précédemment dans ce même séminaire, puisque j'ai assisté à la séance sur les narcos, et il est certain que le massacre de Jaffa est moins important par son actualité que cette question des narcos. Bon, peut-être quelques repères quand même, parce qu'après tout, certains d'entre vous ont pu un peu oublier le déroulement précis des événements, pour parler de cet épisode qui occupe une place ambiguë
dans la mémoire collective ou dans l'historiographie, qui est relative d'ailleurs plus généralement à l'expédition d'Égypte, qui est tenue par les uns, plutôt les spécialistes de l'orientalisme, pour la première rencontre moderne entre l'Occident et l'Orient, entre le monde chrétien et l'islam, et qui tire de cette expédition un bilan plutôt nuancé, mais qui ne nie pas le fait d'une influence de l'Occident sur l'Orient à l'occasion de l'expédition de Bonaparte. Pour les autres, qui sont les historiens de Napoléon précisément, pour eux, cette expédition est plutôt une aberration, sortie du cerveau de Bonaparte, ou plus largement du cerveau des révolutionnaires ou des post-révolutionnaires de l'époque du Directoire, et dont l'épisode de Jaffa, sur le massacre des prisonniers ottomans, est en quelque sorte le révélateur de ce que cette expédition avait à la fois d'injustifié, de cruel, de barbare, marquant ainsi une sorte de recul de la civilisation, si on se réfère aux principes qui avaient été ceux proclamés par la Révolution française en 1789. Alors, contribution au progrès de la civilisation par la rencontre entre Occident et Orient, ou bien recul de la civilisation imputable à la folie d'un homme, avant tout Bonaparte, ou plus généralement à la folie d'une époque, celle de la Révolution, qui croyait que tout était possible dès lors qu'on s'en donnait les moyens. Ces moyens n'obéissant à aucune norme morale et ne rencontrant ou ne se heurtant par définition à aucune limite. Donc une position, un souvenir ambigu de cet événement. Maintenant, quelques repères pour lui redonner en quelque sorte un peu de rationalité et de consistance. Donc je rappelle que les Français, tout va très vite, les Français ont débarqué en juillet 98 à Alexandrie. À la fin du mois de juillet, ils occupent le Caire, ils s'installent, ils font une administration. Le 1er août, Nelson détruit la flotte française dans la baie d'Aboukir, si bien qu'il n'y a plus de possibilité ni d'acheminer des renforts en Égypte, puisque la destruction de la flotte est suivie par un blocus anglais des côtes égyptiennes. Donc ni possibilité pour Paris d'envoyer des renforts en Égypte, ni possibilité pour les Français, pour le corps expéditionnaire, d'un rapatriement en France. Donc les conquérants de l'Égypte, à partir du 1er août 1798, sont prisonniers de leur conquête, sans possibilité d'en sortir. Au mois de novembre, le Directoire offre à Bonaparte 3 éventualités. Ils lui disent « Nous ne pourrons plus vous envoyer des renforts parce que la guerre reprend sur le continent européen avec une nouvelle coalition dont la Turquie est partie prenante, si bien que nous avons besoin ici de tous nos moyens. Il n'y aura plus de renforts pour vous, donc débrouillez-vous. Vous devez faire avec ce que vous avez, c'est-à-dire un corps expéditionnaire d'environ 30 000 hommes. » Donc 3 parties. Ils disent soit vous vous fortifiez en Égypte et vous fondez une colonie française, soit vous prenez le chemin de l'Inde par l'Afghanistan pour y combattre les Anglais qui sont en train d'achever la conquête du Bengale, soit vous rentrez en France par Constantinople et Vienne. Des paris fous, mais qui en disent long sur l'esprit de l'époque, c'est-à-dire sur ce sentiment qui est au cœur même de la Révolution française, que la volonté et la force peuvent tout. Et il y avait dans le Directoire et dans la politique du Directoire cette conviction très forte, même si les directeurs avaient rompu, les thermidoriens avaient rompu avec la terreur, avaient abandonné beaucoup des ambitions de 1789, néanmoins ils continuent de cultiver ce volontarisme qui était au cœur de l'entreprise révolutionnaire et qui s'exprime désormais non plus dans la politique intérieure, ou dans ce qu'on appelait la régénération du royaume, mais dans la politique étrangère. Et toutes les entreprises futures de Napoléon, jusqu'aux plus folles, comme l'invasion de la Russie, procéderont de cet esprit qui est resté très vivant, non seulement chez lui, mais chez la plupart de ses contemporains. Bref, Bonaparte apprend à la fin de l'année 98 que la guerre reprend sur le continent européen, et donc que la Turquie, surtout, n'ayant pas digéré l'annexion de l'Égypte par la France, est entrée dans cette coalition et va nécessairement tenter quelque chose pour reconquérir l'Égypte. Donc Bonaparte craint une double attaque maritime sur Alexandrie et terrestre par la Palestine et le Sinaï contre l'Égypte.
Et c'est pour prévenir cette attaque qu'en février 1799, il part à la conquête de la Syrie avec 10 000 hommes, avec pour projet de prendre la place de Saint-Jean d'Acre, qui est en quelque sorte un verrou très important à l'époque, devant lequel croise d'ailleurs une flotte anglaise, puis de marcher sur Damas et d'occuper Damas. Et il est persuadé que, étant arrivé à Damas, le sultan de Constantinople négociera. Donc il s'agit dans son esprit d'une opération limitée, mais comme c'était un homme qui avait toujours plusieurs fers au feu et qui n'excluait aucune hypothèse, il a eu effectivement le projet d'une marche sur l'Inde, de ne pas s'arrêter à Damas, mais de continuer, à condition que son armée fasse des petits. Et son idée, c'était de soulever les populations chrétiennes de Syrie et du Liban, et notamment les Maronites, pour les enrôler dans son armée, former une armée très importante, qui permettrait de prendre la direction de l'Afghanistan, dont le Shah d'Afghanistan était en lutte contre les Anglais en Inde, de coaliser toutes ses forces anti-anglaises et de marcher sur le Bengale en rééditant l'aventure d'Alexandre, qui est effectivement présente dans sa tête. Il n'exclut rien, mais a priori une opération limitée, atteindre Damas pour forcer le sultan à négocier. Deux faits méritent d'être soulignés qui sont très importants dans la genèse du massacre, qui sont d'abord qu'en traversant le Sinaï, cette petite armée de 10 000 hommes se heurte au fort d'El Arish, proche de la côte méditerranéenne, et que l'assaut est très violent, l'assaut échoue, et tout se termine par une négociation avec les Ottomans qui tiennent le fort d'El Arish, qui obtiennent le droit de sortir libres de la forteresse et de conserver leurs armes à condition de se retirer à Bagdad, donc loin du théâtre des opérations. Un accord est passé, les Ottomans s'en vont et Bonaparte reprend sa marche, entre en Palestine et intervient à partir de Gaza, l'arrivée à Gaza, un deuxième événement, qui est un événement tout bête, climatique, qui est que le temps tourne à une pluie absolument diluvienne qui rend la progression des troupes très pénible. Tous les chameaux qu'ils ont emmenés meurent, la plupart des chevaux, beaucoup de soldats meurent en cours de route, et donc là, c'est une armée épuisée qui arrive devant Jaffa le 8 mars 1799, et une armée démoralisée. Et je reviendrai sur ce point dans la discussion, si vous le souhaitez, c'est-à-dire sur l'état d'esprit de l'armée qui explique pour beaucoup. À Jaffa, les choses se sont mal passées, c'est-à-dire que Bonaparte a fait sommer la garnison de Jaffa de déposer les armes. Le commandant de Jaffa a fait couper la tête du plénipotentiaire français et l'a fait renvoyer à Bonaparte, qui immédiatement a fait tuer l'Ottoman qui apportait la tête en question. Et donc, après 3 jours, l'assaut est donné. L'assaut a été d'une sauvagerie inouïe, pour une raison assez simple, c'est que si les Ottomans sont probablement les plus mauvais soldats du monde en terrain ouvert, ils sont les meilleurs défenseurs qui soient, pour une raison dont on trouve l'explication dans Laurence d'Arabie, dans les 7 piliers de la sagesse, c'est que ces soldats ottomans sont de pauvres paysans qu'on a raflés en Anatolie, dans le Caucase et essentiellement dans les Balkans, et qui sont terrorisés par leurs officiers. Et donc, craignant davantage leurs officiers que les assaillants, ils sont prêts à résister jusqu'au bout. Donc l'assaut a été très brutal. 3000 Ottomans ont fini par se réfugier à l'intérieur de la citadelle de Jaffa. Et là intervient le premier épisode, puisque le massacre en fait est une séquence de 4 jours, qui est le massacre de la population civile. C'est-à-dire que les soldats ayant franchi les remparts de Bonaparte se répandent dans la ville, violent, pillent et tuent pendant 3 jours. Au point que certains officiers ont été obligés de sabrer leurs propres soldats pour leur faire lâcher prise. Intervient donc ce massacre qui dure 3 jours, après quoi Bonaparte se retrouve confronté au problème de ces 3000 prisonniers ottomans enfermés dans la citadelle, auxquels il a promis la vie sauve s'ils déposaient les armes. Après réflexion, il se pose une question tout à fait pragmatique: que vais-je faire de ces 3000 hommes? Mon armée se compose de 10 000 hommes. Que vais-je en faire? Est-ce que je vais distraire une partie de mes troupes pour les garder?
est-ce que je vais les renvoyer en Égypte, les envoyer prisonniers en Égypte, ce qui suppose une escorte, ou est-ce que je vais les libérer sur parole? Ce qui était la tradition dans ces guerres du XVIIIe siècle. On libère les prisonniers sous la promesse qu'ils ne prendront plus les armes dans le cours de la guerre actuelle. Ça marchait très bien en Europe. Et là, Eugène, beau-fils de Napoléon, envoyé discuter avec les Ottomans, revient et dit à son beau-père: parmi ces 3000 hommes figurent plusieurs centaines qui étaient déjà à El Arish, qui nous ont promis qu'ils allaient se retirer sur Bagdad et qu'on retrouve ici à Jaffa et qui manifestement se rendaient à Saint-Jean-d'Acre pour rejoindre le gros des forces ottomanes. Et là, Bonaparte réunit ses officiers, son état-major. Il y a d'ailleurs une quasi-unanimité, sauf Berthier, en faveur de la mise à mort de tous les prisonniers, parce qu'il y a une demande venant des soldats qui trouvent anormal que l'on nourrisse des prisonniers alors qu'eux-mêmes ont si peu de ravitaillement. Et Bonaparte, après 2 réunions, où le problème a moins été le sort des prisonniers que de savoir qui allait se charger de l'opération. Parce que si tout le monde était d'accord pour les tuer, personne ne voulait le faire. Et finalement, tous les généraux se sont défilés et c'est un officier subalterne qui a pris en charge l'opération. Les prisonniers ont été tués pendant 3 jours. Il a fallu 3 jours pour tuer ces 3000 hommes, d'autant plus que Bonaparte, pour économiser les munitions, a ordonné une exécution à l'arme blanche sur la plage de Jaffa. Et il y a le célèbre passage des Mémoires d'Outre-Tombe où Chateaubriand, visitant la plage de Jaffa, dit « J'ai vu cette plage, j'ai vu l'aile de l'hirondelle du printemps frôler ce sable encore poisseux du sang des victimes. » Voilà, très belle phrase. On a des récits absolument effrayants de ce qu'a été l'exécution, qui a duré 3 jours. Bonaparte s'est chargé lui-même d'en faire l'apologie dans des proclamations adressées aux populations locales et à ses ennemis, en leur disant « C'est la preuve que le prophète est avec moi et que rien ne peut me résister. La preuve, ces prisonniers sont morts. Bien la preuve de ma toute-puissance. » L'épisode a été connu tout de suite. Les Anglais l'ont immédiatement utilisé dans leur propagande anti-française. Et au fond, il n'y a qu'en France où il a été interdit d'en parler à partir du moment où Bonaparte s'est retrouvé au pouvoir, est arrivé au pouvoir. Et c'est vraiment sous la Restauration, après sa chute, que le sujet est sorti et est devenu l'objet d'un débat très important. Donc, globalement, l'épisode est apparu comme un signe de la perversité et de la monstruosité de l'empereur, du futur empereur, et n'a trouvé qu'un seul défenseur, mais illustre, et qui allait ensuite influencer beaucoup d'autres, et je pense en particulier à Nietzsche et aux réflexions de Nietzsche sur Napoléon, c'est Stendhal. Stendhal est le seul apologiste, vrai apologiste, du massacre de Jaffa, puisque dans sa vie de Napoléon, il consacre un long passage à ce massacre en expliquant que Bonaparte n'a fait que son devoir en tuant ses prisonniers, qu'il s'est conformé au principe du droit naturel et du droit des gens, qui spécifie que les défenseurs d'une place prise d'assaut et ayant refusé d'obtempérer aux sommations doivent être passés au fil de l'épée, et qu'ensuite Bonaparte s'est comporté en père de son armée, en père pour ses soldats, puisqu'en tuant ses ennemis parjure, finalement il sauvait la vie d'un certain nombre de ses soldats qui auraient retrouvé un jour ou l'autre ses ennemis devant eux. L'invocation du droit, c'est le deuxième point, mais là je ne vais pas rentrer dans le détail, a fait l'objet de nombreux débats, chez les Anglais d'abord, puis sous la Restauration, où on s'est affronté pour savoir si oui ou non Bonaparte n'avait fait qu'appliquer des clauses du droit international en exécutant ses prisonniers. Alors, il est vrai que le droit international, le droit des gens du XVIIe siècle était extrêmement cruel et justifiait en effet le passage au fil de l'épée d'une garnison qui avait refusé de déposer les armes lorsqu'elle en avait reçu la sommation. C'est-à-dire que le fait de l'assaut autorise l'exécution en masse de la garnison des défenseurs. Au XVIIIe siècle, les choses ont changé, et pour s'en tenir à celui des philosophes qui a eu le plus de renommée
et d'influence dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, c'est-à-dire Vatel. Il est certain que Vatel, qui était suisse, qui a écrit un traité du droit des gens très populaire à l'époque et qui est abondamment cité dans ce débat, Vatel est beaucoup plus nuancé. Puisque Vatel dit que, bon, certes, les théoriciens du droit naturel ont accrédité ce principe, mais que la civilisation a fait des progrès depuis, et donc il faut l'appliquer avec parcimonie et surtout avec nuance, avec précaution. Et donc Vatel surtout introduit cette idée, finalement très en consonance avec la philosophie des Lumières, que si la faute effectivement justifie le châtiment, encore faut-il que la faute ait été personnelle. Et que dans des faits de guerre, on ne peut accuser de faute de simples soldats, fautes qui sont nécessairement imputables à leurs officiers. Et Vatel dit, dans le cas où les sommations n'auraient pas été respectées, la faute ne revient pas aux soldats qui défendent la place sur ordre, qui ne font qu'obéir aux ordres, c'est-à-dire à leur devoir de militaire, mais la faute, et donc le châtiment, doit être appliqué seulement au commandant de la garnison qui a refusé d'obtempérer. Mais il est vrai qu'on trouve dans Vatel cette idée que s'il y a eu parjure, c'est-à-dire que si des prisonniers libérés ont néanmoins repris les armes en contradiction, en infraction avec leurs promesses, alors la mort est tout à fait justifiée. Si bien que les défenseurs de Bonaparte, et c'est le cas de Stendhal, font valoir ce texte de Vatel en disant que Bonaparte s'est tout simplement plié aux normes juridiques de son époque régissant le droit de la guerre, et que, en plus, il a agi en général, le général étant le père de son armée et ayant pour fonction et pour devoir d'épargner, tant que faire se peut, la vie de ses soldats. Mais on pourra bien sûr y revenir plus en détail tout à l'heure. Il y a un autre aspect que je voudrais souligner en cette brève présentation, c'est que si le droit, et effectivement l'armée a une culture juridique qui reste celle du XVIIIe siècle, même s'il s'agit d'armées révolutionnaires, si le droit est invoqué, il y a aussi autre chose dans l'exécution ou dans le massacre de Jaffa, qui est l'assimilation de ces soldats ottomans à des pirates des mers. C'est-à-dire à des gens sans foi ni loi, existant et vivant en dehors de toutes les normes ou de toutes les lois accréditées par la majorité des peuples. Et le parallèle qui revient le plus souvent dans la correspondance des soldats qui ont été mêlés à cette affaire, qui ont participé à l'expédition d'Égypte, c'est l'assimilation entre les Ottomans, ou les populations autochtones en général, et les Vendéens. Et tous le disent, en Égypte, on s'est retrouvé comme en Vendée. Et il y aura uniquement deux autres cas où l'assimilation sera faite, c'est quand les Français interviendront en Espagne, face à des guérillas, et lorsque les Français envahiront la Russie. C'est-à-dire que les paysans russes, partisans russes, les guérilleros espagnols, et les Égyptiens en général, les Turcs, comme on disait, ce qui regroupe toutes les catégories très diverses de ces populations, sont perçus comme de nouveaux Vendéens, c'est-à-dire comme des gens existant en dehors de la société, et donc n'étant pas justiciables de la protection des lois. Et effectivement, en Égypte, on est hors d'Europe, mais en Espagne aussi, ils auront le sentiment d'être hors d'Europe parce que Voltaire et tous les philosophes d'ailleurs avaient véhiculé une image de l'Espagne comme morceau d'Afrique intégré au cœur de l'Europe. Et il y a la phrase dans une lettre d'un diplomate où il est ambassadeur à Madrid, le type ne supporte pas, c'est un révolutionnaire pur et dur, il dit il n'y a absolument rien à faire avec ces gens, ce sont des Africains en Europe. Même sentiment lorsque les Français entreront en Russie, où ils perçoivent la paysannerie russe, d'où les atrocités, comme des gens d'une autre espèce existant aux marges de la civilisation. Même chose en Orient. Ce qui explique qu'au fond, le massacre de Jaffa s'impose d'autant plus facilement que cette expédition baigne dans un climat de violence extrême depuis le premier jour. En réalité, ce qu'on appelle le massacre de Jaffa n'est qu'un nouvel épisode d'un massacre qui a commencé avec l'assaut contre Alexandrie le jour même du débarquement et qui s'explique par une espèce de
il n'y a pas de mot, je pense. On emploie souvent le mot de spleen de l'armée pour décrire ce qu'a été l'état d'esprit du corps expéditionnaire le jour où il est arrivé en terre égyptienne. Donc seulement quelques éléments très brièvement. Le XVIIIe siècle a sans doute été la période où l'Orient a été perçu le plus favorablement en Occident. D'abord parce que le sentiment religieux ne joue plus contre l'incarnation de l'infidèle, comme auparavant, le Turc c'était l'infidèle. D'autre part, la puissance ottomane a décru, donc l'Empire ottoman n'est plus une menace pour l'Europe depuis le second siège de Vienne. Ensuite, parce que les philosophes ont forgé une image de l'Orient qui finalement réintègre l'Orient dans le mouvement global de la civilisation. La civilisation est née en Égypte, elle est passée à Rome et en Grèce, ensuite elle est revenue chez les Arabes, et de là, à l'époque de la Renaissance, elle est repassée en Europe. Et le mot d'ordre, notamment de Condorcet, c'est de dire « il est temps maintenant que la civilisation retourne là où elle est née, dans le monde musulman, et c'est du devoir de l'Occident de l'y porter ». Ce sont les origines d'ailleurs de l'expédition d'Égypte. À cela, il faut ajouter la mode des turqueries, les noces de Figaro, l'enlèvement au sérail, etc., le théâtre, la mode, qui ont forgé une image, sans compter les récits des voyageurs, beaucoup plus favorable de l'Orient. Et le modèle que tous les membres de l'expédition ont en tête, ce sont les lettres sur l'Égypte de Savary, publiées au milieu des années 1780, qui ont été un formidable best-seller et qui peignent l'Égypte comme une sorte de paradis terrestre, peuplé de gens qui sont proches de l'homme naturel de Rousseau. Et d'ailleurs, Savary a un chapitre où il explique qu'il ne faut pas aller chercher l'homme naturel chez les esclaves des colonies de Saint-Domingue et autres. L'homme naturel, il est là en Égypte. Et c'est là où on peut le retrouver. Donc les membres de l'expédition arrivent en Égypte avec cette représentation dans la tête. D'où un désenchantement terrible qui suit immédiatement le débarquement et qui se traduit dans une débauche de cruauté, réciproque d'ailleurs des deux côtés, qui font de cet épisode quelque chose de tout à fait particulier dans l'histoire de cette époque, puisque probablement même les violences de la guerre civile en Vendée ne sont pas comparables en intensité et en raffinement à ce qu'on rencontrera en Europe. Donc il y a à la fois un état de désenchantement, et il y a une phrase très connue de Bonaparte dans une lettre, une phrase très parlante, qui exprime un peu ce que tous les membres de l'expédition ont dans la tête, qui est celle-ci. Avant, je me serais fait tuer pour Rousseau contre Voltaire. Je croyais à la bonté naturelle de l'homme. Et il ajoute ceci. Aujourd'hui, je me ferai tuer pour Voltaire contre Rousseau, parce que depuis que je suis en Orient, je sais que l'homme naturel est un chien. Fin de citation. C'est une phrase extraordinaire dont il avait le génie, et qui dit tout. Et donc, il a ce sentiment qu'il a aussi une phrase qui en est en quelque sorte la conséquence. Il dit « Il faut traiter les populations d'ici comme elles ont l'habitude de l'être. Et pour eux, obéir, c'est craindre. » Fin de citation. D'où la politique. D'où le fait que la politique française en Orient est une succession de violences, et de contre-violences d'ailleurs, perpétrées, qui se traduisent par des incendies de villages, des massacres de population, des déportations de population. Après, ça se rationalise un peu avec le système des otages. Chaque village doit livrer les otages qui sont déportés et qui sont garants du bon ordre et de la perception des impôts, etc. Et il faut ajouter un dernier facteur pour expliquer ce climat, qui est le fait que, contrairement, par exemple, à ce que soutient Henri Laurence, la rencontre entre l'Europe occidentale, arrivant en Égypte pour la première fois depuis Saint-Louis, à ce moment-là, en 1798, et l'islam ne s'est pas faite. Il n'y a pas de dialogue. On parle souvent, bien sûr, des collaborateurs de Napoléon, de Bonaparte en Égypte, mais en réalité, quand on regarde de près, ce sont des Grecs, ce sont des Syriens chrétiens, pour l'essentiel, ce sont des Maronites qui se trouvent là, mais on ne trouve pas de musulmans, à l'exception d'un des grands dignitaires religieux du Caire, dont la fille était devenue la maîtresse de Bonaparte pendant son séjour.
Et il est sûr que lui a été vraiment pro-français. D'ailleurs, sa fille a été égorgée dès le lendemain du départ des Français. Mais la rencontre ne s'est pas faite. Et on a à ce propos les lettres de Monge tout à fait explicites. Monge est arrivé justement avec ce rêve de transporter de ramener la civilisation à son berceau. Et on a dans ces lettres des lettres de plus en plus aigries et de plus en plus brutales, où il s'indigne parce qu'on ouvre la bibliothèque au Caire. Les gens ne viennent pas, ça ne marche pas. On leur fait des expériences, des démonstrations scientifiques, des inventions de chimie, de physique. Les montgolfières tombent, n'arrivent pas à s'envoler, ça ne marche pas. Mais on leur fait toutes sortes de démonstrations et ça ne marche pas. Et Monge dit, mais comment est-ce possible? Il dit, il n'y a rien à faire. Et quand viendra la grande révolte du Caire, qui est donc le dernier élément à prendre en considération en octobre 98, Monge dit, mais la seule solution, c'est de tous les tuer. Il a une lettre terrible où il dit, nous ne pourrons pas leur amener la civilisation, ils n'en veulent pas. Non pas parce qu'ils seraient stupides, mais parce que la religion est un obstacle invincible. Vous savez que Monge faisait partie de la fraction la plus anticléricale et anti-religieuse de la Révolution, et pour lui, l'islam est effectivement l'ennemi. Alors, cette répression de la révolte du Caire, en octobre 98, révolte banale pour des raisons fiscales, très classiques. Il y en a plein dans le monde oriental, comme ça dans le monde ottoman. Répression absolument féroce, qui s'inscrit dans une histoire d'une violence inouïe, qui s'explique aussi par des raisons matérielles. C'est que ce corps expéditionnaire, peu à peu, fond. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les Bédouins écorchent vivants les soldats français, ou les brûlent vivants, ou les clouent sur les portes des maisons, effectivement, le corps expéditionnaire diminue en nombre. Les pertes sont compensées par l'achat d'esclaves au Soudan, qui viennent renforcer, et d'ailleurs le corps expéditionnaire qui part en Syrie est à moitié soudanais en réalité. Ce qui peut aussi contribuer à la violence, ce sont des esclaves qui ont 14 ans, 15 ans, 16 ans que les caravanes amènent au Caire, où les Français les rachètent. D'ailleurs, il y a des histoires tout à fait touchantes. Il y a un de ces Soudanais, il a 13 ans, il combat en Syrie, il revient au Caire. Bonaparte le ramène avec lui en France, où il entre dans le régiment des Mamelouks, et le malheureux va aller mourir à la Bérésina en Russie en 1812. C'est-à-dire des destins absolument extraordinaires. Hein. Ça, c'est digne de l'époque d'Alexandre. Alors, donc, le massacre arrive comme un épisode supplémentaire dans cette histoire d'une violence inouïe, qui est aussi le résultat de l'échec du projet culturel de l'expédition d'Égypte. Et si effectivement l'expédition d'Égypte contribuera à la rencontre entre Occident et Islam, c'est plus tard, au XIXe, à l'époque de Méhémet Ali. C'est-à-dire, précisément, ça sera un peu, à supposer que ce se soit fait, plus ou moins. Ça sera la rançon de l'échec de l'expédition française. Enfin, pour finir, si ce massacre de Jaffa s'impose finalement comme une solution naturelle, ça fait 1 an qu'on massacre. Alors, quand un problème se pose, la violence reste la solution. Néanmoins, il y a quelque chose de délibéré dans ce massacre. C'est-à-dire que Bonaparte ne veut pas seulement régler un problème patent, c'est-à-dire ce n'est pas le massacre qui va intervenir peu après, qui est celui des prostituées du Caire. Donc je vous dis 2 mots parce que ça en dit long sur l'état d'esprit collectif. Bonaparte revient de Syrie, après avoir échoué, rentre au Caire, et qu'est-ce qu'il voit? La moitié de la garnison du Caire à l'hôpital atteinte de maladies vénériennes. Là, il sait que les Ottomans vont envahir l'Égypte, donc il va y avoir des combats et des batailles, il a besoin de ces troupes. Donc que faire? Il consulte les autorités religieuses, il dit voilà, les prostituées officient aux portes du Caire, c'est insupportable, que nous conseillez-vous? Les autorités religieuses disent l'islam est très tolérant vis-à-vis de ce phénomène, simplement elles doivent être cantonnées dans un endroit. Et Bonaparte dit il n'y a pas moyen, quand même. On a le compte-rendu. Bonaparte dit il n'y a pas moyen de les exterminer. Alors, les cheikhs lui disent oh, l'islam, tout en tolérant, néanmoins, n'approuve pas, général. Et Bonaparte dit bon, mais il dit mes soldats ont beaucoup souffert en Syrie, ils ne sont pas prêts à une opération d'une telle importance, il faudrait la faire par des éléments locaux. Donc finalement, ce sont des Grecs qui vont s'en charger. On rafle 500 prostituées au faubourg du Caire, qui vont être estourbies avec un bâton, enfermées dans des sacs cousus, jetés dans le Nil.
selon une méthode traditionnelle réservée aux femmes coupables d'adultère. Mais ça ne pose pas de problème moral. Tout ça passe pour absolument normal. Mais en plus, dans le massacre de Jaffa, donc, il y a un élément rationnel et conscient qui est tout simplement une stratégie de la terreur. Car Bonaparte veut perpétrer un acte qui provoque l'effroi, non seulement de ses ennemis à Saint-Jean d'Acre, puisqu'il va aller les affronter peu après, et il sait qu'il va avoir à soutenir un siège difficile, mais des populations locales, puisque du côté de Naplouse, il y a beaucoup de partisans qui assaillent les détachements isolés de Français, etc. Il veut terroriser la population. Et c'est bien sûr un élément très important, et ça restera chez lui une habitude et un recours très fréquent, notamment en Espagne, où il pratiquera la stratégie de la terreur de manière continue. Et enfin, pour cette fois j'en finis vraiment, le massacre est incompréhensible sans son complément qui est la visite le lendemain même au pestiféré de Jaffa, immortalisé par le tableau de Gros, les pestiférés de Jaffa, qui est une scène réelle. Alors, les détails varient. A-t-il pris un pestiféré dans ses bras? L'a-t-il simplement touché? A-t-il aidé à l'allonger ou à le relever? A-t-il pris un pestiféré qui était déjà mort? Peu importe. La peste venait de faire son apparition, et il faut voir qu'on est dans une ville où il y a des milliers de cadavres dans les rues. Car on est 3 jours après l'assaut, 4 jours après l'assaut, la population, les morts n'ont pas été enterrés. Ils sont en train de pourrir dans les rues. Donc la peste qui commençait à sévir dans la région depuis plusieurs mois commence à atteindre les premiers soldats. Effroi, bien sûr, du corps expéditionnaire, effroi des officiers, et donc Bonaparte décide, le lendemain du massacre, de se rendre à l'hôpital où on a commencé à rassembler les pestiférés, on a des doutes encore sur la nature de la maladie, et de faire une visite ostensiblement pour toute son armée, c'est-à-dire de montrer que lui ne craint pas la maladie. Et Goethe dit dans ses entretiens avec Eckermann que c'est probablement un de ces coups de génie qui existent à profusion dans son existence. Et Goethe dit Bonaparte savait que la volonté peut être plus forte que la maladie. Et donc quand il va à l'hôpital de Jaffa, c'est un homme fort d'une telle volonté, d'une telle détermination qu'il sait que lui ne risque rien. Mais ce geste a eu un retentissement immédiat dans son armée et bien au-delà, car par des correspondances, l'épisode est arrivé en France bien avant que Gros ne l'immortalise dans son célèbre tableau. Et c'est là où il y a quelque chose, peut-être pas de tout à fait conscient, mais au moins d'inconscient, car cette visite au pestiféré réédite la visite que Saint-Louis avait fait lui aussi au pestiféré à Damiette lorsqu'il avait débarqué en Égypte. Et on a exactement les mêmes scènes. Peut-être que Bonaparte la connaissait par la lecture de Joinville, qui consacre un chapitre entier à la visite au pestiféré par Saint-Louis. Et il me semble que dans ces deux épisodes, il y a une sorte de... On est à 1 an, on est à même pas 1 an, on est à 8 mois du 18 Brumaire, il y a en quelque sorte une sorte de mise en scène de ce qu'est la souveraineté. C'est d'un côté, le glaive de justice, le roi qui punit et qui frappe, le souverain qui punit et qui frappe, et le lendemain, le souverain qui guérit. Car effectivement, il rejoue la grande scène des rituels de la royauté dans un contexte où il est une sorte de roi de fait, puisque comme les relations sont coupées avec la France du fait de la destruction de la flotte à Aboukir, il est souverain en Égypte. Il peut déterminer à sa guise sa politique. Il rend la justice, il fait des lois, il dirige les mouvements de l'armée. Bref, il fait tout. Il est réellement souverain. Et c'est là, au fond, je pense, qu'il a acquis la force nécessaire au coup d'État qu'il allait perpétrer quelques mois plus tard. Parce que quelques mois plus tôt, lorsqu'il était rentré d'Italie, Kléber lui avait proposé de faire un coup d'État et de renverser le Directoire. Et il avait refusé, donc à la fin de 1797, en disant à Kléber qu'il ne se sentait encore pas prêt de renverser, comme il disait, cette canaille. Après Jaffa, il est prêt. Et tous les gens qui le côtoient après cet épisode, qui est en fait un épisode tout à fait central dans sa vie, tous les gens qui le côtoient ont eu le sentiment, et ils l'ont écrit, d'être face à un homme différent. Et à un homme qui s'était durci à un point incroyable.
Et au fond, moi je pense que cet épisode atroce est en grande partie à l'origine de ce qui sera la politique modérée de Bonaparte. C'est-à-dire que là, il a fait l'expérience de la violence ultime et il a fait la preuve qu'il était capable absolument de tout, que rien ne l'arrêterait. Ce qui, par la suite, l'a dispensé bien souvent de recourir à la force et à la violence. Voilà, je m'arrête là parce que sinon je vais parler pendant une heure, mais j'ai tenu quasiment mon... Oui, c'est remarquable d'ailleurs. Merci beaucoup. Mon timing. Mais maintenant, on peut revenir dans le détail sur certains aspects. Si merci beaucoup pour cet exposé vraiment tout à fait concis et passionnant. On est un peu écrasés, évidemment, tous autour de la table par l'événement, même ceux qui sont assez habitués à ce genre de... Ben voilà, donc on va pouvoir maintenant, on peut se donner de bonne heure pour discuter avec Pascal Guédifet de ce sujet, peut-être aussi discuter ce texte dont tu as parlé, que tu nous avais donné en appui. Moi, comme qui suis un bon élève, j'ai lu le texte de Miot de 1814, donc qui est un texte, tu nous le... Oui, ce texte pour Miot est un personnage très important parce que il est le frère d'un... Bon, peut-être vous ne le connaissez pas, mais les napoléoniens le connaissent, qui s'appelait Miot de Médito, qui était un conseiller d'État très important, qui a joué un rôle considérable dans les réformes administratives, judiciaires. Et ce Miot et son frère militaire sont des Corses d'origine, donc des familiers de la famille Bonaparte. Et il a participé à l'expédition d'Égypte et il est l'un des témoins qui relate avec le plus de détails atroces l'exécution. Et donc Miot publie ses souvenirs de l'expédition en 1804, année de l'instauration de l'Empire, et dedans il n'y a pas un mot sur le massacre de Jaffa. Il dit simplement qu'il a fallu procéder à une opération regrettable, mais néanmoins nécessaire, mais c'est tout. Et c'est dans l'édition de 1814, publiée après la chute de Napoléon, que Miot relate en détail ce qui lui a valu l'année suivante, au moment du retour de Napoléon aux 100 jours, de perdre sa Légion d'honneur, pour avoir publié ce récit. Mais c'est l'un des plus circonstanciés de la scène de l'exécution elle-même. D'accord. Merci de cette précision. On pourra éventuellement revenir sur quelques aspects, effectivement en détail à partir du texte. Alors, qui souhaiterait intervenir? Moi, je vais intervenir sans intervenir. Je veux simplement vous remercier, Patrice, parce que c'était absolument passionnant. Merci. Bon, mais ça ne va pas relancer la discussion. Ce n'est pas une question. Donc, je souhaite le faire. Bon. Oui, allez-y. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus concernant les collaborations, entre guillemets, complicité ou, je dirais, alliances locales dont il a pu bénéficier et qui lui ont en quelque sorte facilité la tâche pour l'instauration de ce climat de terreur? Oui, il a... Bon, vous savez, c'était un homme... Il a 29 ans. Il est incroyable. Donc, c'est un homme... Donc, quand il prend le bateau pour se rendre en Égypte, comme toujours, il emmène une bibliothèque. Première chose. Donc, sur le bateau, il relit la Bible, il lit la Torah, il lit le Coran. Les trois. En 2 mois, ça lui suffit. Il lit les trois. Il se renseigne. Il avait emmené avec lui des gens qui avaient l'expérience de l'Orient, qui avaient été des interprètes auprès du sultan, ou alors au consulat d'Alexandrie. Donc des gens qui avaient l'expérience de l'Orient, comme Magalon, Venture de Paradis surtout, qui est resté l'un de ses conseillers proches, qui étaient des orientalistes, qui connaissaient leur affaire. Il a tout de suite compris en arrivant qu'au fond, le peuple égyptien n'existait pas, que c'était une agglomération de communautés différentes, juifs, coptes, arabes, on les appelle les maghrébins à l'époque, les mamelouks, qui ne sont pas des Égyptiens, qui viennent tous du Caucase ou des Balkans, qui sont pour l'essentiel des Bosniaques, souvent, qui règnent sur l'Égypte, plus, bien sûr, les paysans, plus les bédouins, qui sont encore autre chose, les populations nomades, et que tous ces groupes avaient des intérêts différents. Et donc, pour régner sur l'Égypte, il fallait à la fois tous leur apporter une protection relative, mais tous les contenir aussi.
sur une politique à la fois de répression, mais aussi satisfaire certains intérêts. Et d'emblée, il a saisi la puissance de la religion, et donc, comme il avait dû vaincre les Mamelouks pour s'emparer du Caire, il ne pouvait plus s'appuyer sur cette force militaire, donc il a décidé de s'appuyer sur les religieux. Et d'emblée, il passe un pacte avec les religieux de la grande mosquée du Caire, de respect absolu de l'islam, et ça va jusqu'à une comédie qui est en même temps géniale, parce que c'est un comédien extraordinaire, qui est la comédie de sa propre conversion à l'islam et de la conversion de toute son armée. Avec deux problèmes, la circoncision et le vin, mais ces imams n'étaient pas du tout ceux d'aujourd'hui, ils étaient très conciliants, donc ils finissent par dire, après moult réunions, la circoncision en fait n'est pas obligatoire, quant au vin on peut passer dessus à condition que les Français fassent des aumônes, se montre charitable. Voilà. Et puis Bonaparte, qui ne veut pas bien sûr s'engager plus avant, dit écoutez, voilà, je ne peux pas maintenant forcer mon armée à se convertir, il faut la préparer à ce pas décisif, mais en échange du délai que je vous demande, je construirai une mosquée capable d'accueillir la totalité de la population du Caire, c'est-à-dire environ 200 000 personnes. Et les imams ont été très contents avec ça, et en échange, lui ont décerné le titre de préféré ou de je ne sais plus quoi du Tout-Puissant. Mais donc il a fait cette alliance avec les religieux, et en décidant de s'appuyer sur eux parce qu'il estimait qu'ils avaient, l'ascendant, ils exerçaient l'ascendant le plus sûr sur la majorité de la population. Mais ses alliés concrets pour l'administration, ce sont les Coptes, qui vont d'ailleurs par la suite le payer très cher pour beaucoup d'entre eux. D'ailleurs, une grande partie des Égyptiens qui vont venir s'installer en France, ils vont s'installer à Marseille où ils seront tous tués en 1815, comme bonapartistes. Il y aura un immense massacre d'Égyptiens à Marseille en 1815 parce qu'on les considérait complices de Napoléon. Et effectivement, ce sont des Coptes pour l'essentiel qui déjà s'occupaient de l'administration de l'Égypte sous les Mamelouks et qui donc passent au service des Français ensuite. Donc il a essayé de satisfaire une partie des revendications de chaque groupe, sauf de deux. Les Mamelouks vaincus, parce que les Mamelouks prétendaient reconquérir le pouvoir, et d'ailleurs essayent de créer un second front aux frontières du Soudan, au sud de l'Égypte. Et puis les Bédouins, parce que les Bédouins se révèlent absolument inaccessibles à la négociation. Il arrivera avec une des principales tribus qui s'appelait les Enadi, avec lesquels, in extremis, il arrivera à passer un accord, mais que la dite tribu respecte de manière tout à fait aléatoire, c'est en continuant les razzias, etc. Donc il s'appuie en partie sur l'administration existante déjà, qui est celle des Coptes, et sur le pouvoir religieux. Jean-Michel Stey. Pour l'historique des massacres, il n'est pas massacré les prisonniers mamelouks laissés empiétés par ces cavaleries aussi devant les pyramides? Ça, c'est la bataille. Ah, c'est la bataille. Ça, c'est la bataille. Il se trouve que les Mamelouks étaient des cavaliers d'une... D'ailleurs, ça fait partie de leur identité de Mamelouk, d'exceller dans la guerre à cheval. Et donc, les Mamelouks faisaient une guerre du XVIe siècle, alors que Bonaparte fait la guerre du XIXe siècle. Donc, les charges de Mamelouks face au carré de l'infanterie, c'est effectivement un massacre terrible. Je croyais qu'après la bataille, il y avait des prisonniers mamelouks, je ne savais pas quoi faire, et que ces prisonniers attachés avaient été piétinés par la cavalerie française. Non. À ce moment-là, il n'y a pas ça. Surtout que les Mamelouks sont des... C'est pas la piétaille ottomane. Donc on massacre plus facilement la piétaille ottomane que les Mamelouks qui sont... C'est une chevalerie équestre. C'est une aristocratie équestre, les Mamelouks. Vous savez que c'est d'ailleurs une histoire tout à fait curieuse. Mais en fait, il y a toutes sortes de livres à écrire de cette histoire, parce que l'histoire des Mamelouks, c'est un truc incroyable. C'est des enfants qu'on enlève, que les Ottomans enlevaient dans les Balkans, ils étaient réduits en esclavage à Constantinople. Souvent, ils devenaient les mignons des dignitaires du régime ottoman. Ils étaient convertis à l'islam. Et ensuite, lorsqu'ils grandissaient, on les éduquait
aux arts équestres, à la guerre, et ils étaient destinés à devenir des combattants. Et ils entraient dans cette espèce d'ordre de chevalerie qui, dit Chateaubriand, se renouvelait mais ne se reproduisait pas. Les Mamelouks n'ont pas d'enfants, par principe. C'est le bataillon sacré de Thèbes, ils vivent ensemble, tout en se jalousant et en s'entre-exterminant les uns les autres, mais c'est le bataillon de Thèbes. Donc ils n'ont pas de femmes et ils n'ont pas d'enfants. Donc ils règnent à part et ils forment une caste à l'intérieur de la société égyptienne, qui domine la société égyptienne, mais qui ne partage aucune de ses valeurs, de sa culture, etc. Et avec un rêve d'émancipation vis-à-vis des Ottomans, qui au cours du XVIIIe a conduit les principaux chefs mamelouks à essayer de conquérir la Syrie et à faire l'unité de l'Égypte, du Caire à Damas, en affranchissant toute cette région du joug ottoman. C'est une histoire tout à fait curieuse que celle de ces mamelouks. Mais ceci dit, les violences ont commencé tout de suite. C'est-à-dire que tout de suite, l'armée française a été harcelée par les Bédouins pendant la marche d'Alexandrie au Caire, et avec des atrocités terribles. C'est-à-dire qu'on avait dit aux soldats, il y a une proclamation de Bonaparte avant le débarquement, où il leur dit, vous allez retrouver aujourd'hui les délices de l'Italie. La traversée du désert, ce n'était pas les délices de l'Italie. D'où l'enchaînement très rapide des cruautés des deux côtés. Si j'ai bien compris, dans le massacre, il y avait un élément tactique. Oui. C'était la chose rationnelle et pratique à faire dans les circonstances, et une dimension pédagogique par rapport à la population locale, autochtone et des futurs opposants. Que sait-on des méthodes dont il se servait, obéir sans se craindre? Quelles sont les méthodes dont il se servait pour la discipline dans sa propre armée? Y a-t-il un niveau de violence extraordinaire là aussi, ou est-ce que et surtout s'il y a l'intégration de corps soudanais et de gens extérieurs à la population française, quels sont les mécanismes disciplinaires internes? Bon, c'est une armée démoralisée par ce dépaysement en Égypte. Donc une armée démoralisée, c'est une armée qui ne touche pas sa solde. C'est une armée qui est ravitaillée de manière aléatoire parfois. Donc c'est une armée qui est en permanence au bord de la révolte. Et au moment où ce petit corps expéditionnaire, 10 000 hommes, c'est rien en fait, se met en marche à travers le Sinaï, il y a un début, au moment de l'épisode d'El Arish, il y a un début de mutinerie qui est soutenu en sous-main par Kléber. Et là, Bonaparte, qui avait prévu de partir en avant en Palestine, sans attendre qu'on ait fini le siège d'El Arish, change d'avis et décide de rester avec toute son armée réunie parce qu'il a peur d'une sédition. C'est-à-dire que son armée fasse défection, ou qu'il soit renversé par ses généraux. Et donc, son moyen ordinaire de gouvernement, c'est l'ascendant personnel qu'il exerce. Et en fait, chaque fois qu'il y a un début de mutinerie, il intervient personnellement devant les troupes. Et on le verra encore en 1815, où les soldats envoyés contre lui vont baisser leurs armes. Il arrive devant eux, il ouvre sa vareuse et il leur dit « tirez ». C'est un type qui sait parler à la troupe. Donc ça compte. Mais il y a, c'est-à-dire que les tribunaux militaires ne chôment pas non plus. Il y a un nombre d'exécutions de soldats et d'emprisonnements très important. C'est-à-dire qu'il y a quand même il y a une répression à l'intérieur de l'armée, mais qui s'explique aussi pas seulement par la désobéissance ou l'esprit de rébellion, mais aussi par les exactions innombrables que commettent les soldats vis-à-vis des populations locales. C'est-à-dire que malgré les consignes de respect pour les usages islamiques, donc les enlèvements de femmes, les invasions de harems, etc., sont monnaie courante. Les mosquées dépouillées, mises à sac, etc., tout ça est assez fréquent. Donc il y a une répression considérable. On sent que c'est probablement une aventure qui ne pouvait pas durer très longtemps encore. Et après le fait que Kléber d'abord, puis le général Menou prennent la suite, va apaiser la situation parce qu'ils n'ont pas le même rapport à la troupe que Bonaparte. Kléber et Menou sont plutôt des généraux, comme on disait, ménagers du sang de leurs hommes, alors que Bonaparte pas du tout. Dans la mesure où il recherche le résultat foudroyant, pour ça il est prêt
il accepte un coût très élevé en termes de vie humaine, et il le montrera à Saint-Jean-d'Acre, où il enverra ses soldats 25 fois à l'assaut du même rempart, dont Kléber lui avait dit dès le 2e jour que jamais il ne le franchirait. Mais néanmoins, il n'a absolument aucune notion de la vie de ses soldats. Vous savez, sa célèbre phrase à Metternich qui lui dit « Mais quand même, sire, vous avez encore perdu 300 000 hommes ». Et Napoléon lui répond « Mais 300 000 hommes pour un homme comme moi, qu'est-ce ?» Pour revenir, pour te forcer à insister sur la question, dans la réponse à la sélection de la discipline, ce fameux carré qui est formé pour exécuter les 3000 Ottomans, le texte nous dit que les soldats s'y prêtent avec une extrême répugnance, ce ministère abominable qu'on exigeait de leurs bras victorieux. Est-ce qu'on sait quelque chose sur la manière dont ce carré a été formé, sur la contrainte qui s'exerce ou pas sur ceux qui vont assassiner? Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus ou bien on reste dans l'inconnu? Non, ce qu'on sait, c'est que ce ne sont pas des volontaires. C'est-à-dire qu'un officier, finalement, a accepté la besogne, et donc c'est son régiment qui s'est chargé de l'opération. Ce ne sont pas des volontaires. Bon, maintenant qu'il l'ait accompli avec répugnance, c'est certain. On sait par exemple que les massacreurs en Vendée ne le faisaient pas avec une jubilation extraordinaire. En tout cas, pas avec la jubilation qu'on pouvait rencontrer chez les militants politiques révolutionnaires qui organisaient les noyades. C'est-à-dire qu'eux le faisaient comme quelque chose de justifié et de bon en soi, sur l'extermination. Alors que les militaires le font toujours avec répugnance parce que ça ne rentre pas dans le métier de militaire. C'est quand même quelque chose qui déroge aux règles morales du métier militaire. Et ces armées révolutionnaires, en 1798, sont devenues de vraies armées, qui ont retrouvé les usages et les traditions militaires, l'honneur notamment, etc. Donc, il faut le faire. Ils n'ont pas le choix. Ils le perçoivent comme ça. Ils en reçoivent l'ordre. Mais ils ne le font pas de gaieté de cœur. Surtout, on peut penser que c'est une opération très difficile à faire à l'arme blanche, de tuer 3000 personnes avec un sabre. Il y en a qu'on a achevé, oui, ceux qui essayaient de s'enfuir dans l'eau, on les a achevés en leur tirant dessus. Hein. Donc, mais la consigne était d'épargner dans la mesure du possible la poudre, dont on savait qu'on allait en avoir besoin à Saint-Jean-d'Acre, là où était en plus le type le plus déterminé des ennemis de Bonaparte, qui était Djezar Pacha, le pacha local représentant du sultan, qui était un personnage tout à fait extraordinaire lui aussi. Donc, c'est une vraie armée, c'est pas une bande de voyous ou d'aventuriers, c'est une vraie armée, mais qui se comporte comme une armée qui se sent... Ça annonce ce que les troupes de Bugeaud feront en Algérie. L'enfumage des populations locales, etc. Ça annonce ça avec le même sentiment d'être hors de la civilisation. Et que de ce fait, les règles ordinaires ne s'appliquent pas. Ni les lois, ni les règles morales. Parce qu'on est en dehors. Et ils auront la même réaction en Espagne, où ils auront le sentiment d'être face à des populations sauvages, non civilisées. C'est-à-dire qui elles-mêmes ne respectent pas les lois de la guerre. Et là, Bonaparte lui écrit et lui dit, voilà, il a 24 ans. Il lui dit, je vais vous donner une leçon de maintien de l'ordre. Il lui dit, quand on a affaire à une émeute, ce qu'il faut faire, c'est d'abord tirer à balles réelles. Une seule fois, une décharge. Il dit, vous en tuez 50. Le reste se met à courir, c'est terminé. Vous n'aurez pas à sévir davantage. Alors que si vous tirez à blanc, pour les effrayer, pour les disperser, ils vont voir que les coups ne portent pas, ils reviendront plus déterminés. Et là, il vous faudra en tuer 300. Donc il a toujours eu, et en Italie aussi, quand il fait procéder au pillage de Pavie, par exemple, il a cette idée qu'au fond, la terreur est un moyen de diminuer l'emploi de la violence. Il a cette idée. Donc c'est pas lié. Alors le fait que ce qui change, c'est la nature, la manière dont on inspire la terreur. À Pavie, il dit, voilà, à son armée, vous avez devant vous 12 heures de pillage autorisé. Mais on ne touche pas aux personnes. Vous pouvez piller les maisons autant que vous voulez. Ça, oui.
vous ne touchez pas la maison de l'astronome dont j'ai oublié le nom, italien, qui vivait là, parce que Bonaparte admirait les sciences et les scientifiques, donc on ne touche pas la maison de l'astronome. Pour le reste, vous pouvez tout piller, mais vous ne touchez pas la population. En Syrie, il dit on tue 3000 personnes. Donc c'est la manière d'inspirer la terreur qui change. Voilà. En Italie, on ne procède à aucune exécution parce qu'on est en Europe, au sein de la civilisation européenne. En Syrie, on est hors de la civilisation européenne. Ce qui autorise, bien sûr, ou ce qui nécessite à ses yeux, il le dit d'ailleurs dans ses lettres, une manière plus rigoureuse pour obtenir le même résultat. Il faut en faire plus pour obtenir le même résultat. Si on veut terroriser les Ottomans, il faut en tuer 3000. Si on veut terroriser les Italiens, il suffit de mettre la ville au pillage pendant 12 heures. Tout est question de circonstances. Mais c'est sûr que c'est un homme qui ne recule pas devant la violence. Et il le montrera encore au moment de l'exécution du duc d'Enghien, qui sera un assassinat froidement prémédité et méthodiquement exécuté. À Saint-Roch aussi. Pardon ? Devant l'église Saint-Roch aussi. À Saint-Roch aussi. Vous savez, il dit dans une lettre à son frère Joseph, ça c'est tout lui, quoi. Il dit à son frère Joseph, j'ai longuement hésité avant de savoir dans quel camp je me rangerais. Du côté des insurgés ou du côté de la Convention. Et il dit, finalement, j'ai pensé qu'il n'y avait plus de profit pour moi à être du côté de la Convention. Donc, j'ai fait canonner les insurgés. Mais il aurait très bien pu faire l'inverse, sans problème. Il y a quelque chose de monstrueux dans le personnage, certainement. Mais en même temps, moi, c'est ça mon idée, c'est que cette attitude à la violence, qui reste finalement une fiction tant qu'on n'en a pas fait la preuve, eh bien, va lui permettre de conduire une politique essentiellement modérée. Et si finalement il va réussir à réconcilier les Français après la prise du pouvoir le 18 Brumaire, c'est précisément parce qu'il a fait la preuve qu'il est capable de tout. Et donc que s'opposer à lui, c'est une entreprise très risquée, très dangereuse. Je pense que ça joue, c'est-à-dire qu'il y a un lien direct entre son aptitude, prouvée par des actes, à la violence et la modération de son gouvernement. Ça joue de manière consciente. Tu supposes ça ou... Oui, parce que dans ses lettres, il explique aussi. C'est une méthode. C'est un art de gouverner. Mais au fond, c'est la méthode qu'il a trouvée dans Machiavel. J'en dirai 2 mots après. Enfin, ça présuppose une connaissance très large dans la population, notamment des massacres de Jaffa. Pour que les gens effectivement réagissent de la sorte, c'est qu'ils sont conscients de ces violences qui ont été perpétrées. Quels gens? Pardon, je sais pas. Pardon, Oui. Vous dites au fond cette capacité pour... Ah, mais je parle de la population française après. J'entends. Oui, ça s'est su, bien sûr. Ce qui veut dire que ça s'est su. Oui, bien sûr. C'est ça que Malgré l'interdiction officielle d'en parler, bien sûr, tout le monde savait. Oui. Vous savez, c'est une époque où tout se sait. L'information circule par des biais que parfois on a du mal à concevoir, mais tout se sait. Et comme c'était un lecteur de Machiavel, il connaissait cet épisode de César Borgia, où Borgia fait, c'est à Cézanne, fameux épisode, où Borgia fait prendre Rémi d'Orque, qui conspirait, le fait couper en deux et disposer les 2 morceaux du corps sur un billot avec la hache au milieu. Et Machiavel explique, dit c'est un coup de génie de César Borgia, parce qu'au fond, ça a eu pour effet de lui éviter d'avoir à user de la violence d'une manière déraisonnable. Et au fond, Bonaparte connaît cet épisode, parce qu'il est un lecteur assidu du Prince, qu'il a lu dans sa jeunesse et qu'il a relu ensuite, puisqu'à Sainte-Hélène, il en avait un exemplaire annoté. Vous savez, il avait 2 livres de chevet, qui étaient Le Prince de Machiavel et Le Voyage en Égypte de Volney, qu'il a lu et relu jusqu'à la fin de sa vie. Donc il connaît cet épisode. Et il est, en effet, formé à l'école de Machiavel dans l'art de gouverner. Et effectivement, où la violence n'est pas un but en soi. Et c'est pour ça qu'il est très différent des potentats, par exemple du potentat de Saint-Jean d'Acre, le pacha Djezar, qui est un personnage légendaire à cette époque, mais qui, lui, a une utilisation artiste et fantaisiste de la violence, capricieuse. Djezar, par exemple, il y a un complot autour de lui, il y a des complots permanents dans le monde ottoman, et Djezar s'aperçoit que certaines de ses femmes sont plus ou moins mêlées au complot. Il les fait donc toutes tuer, il en reprend d'autres,
Mais il se méfie. Donc pour éviter que ces nouvelles femmes conspirent contre lui, il les fait emmurer. Donc il a ces femmes et elles sont emmurées, ou elles vont d'ailleurs mourir les unes après les autres. Il a un comportement artiste. Il était célèbre pour ça. Il sortait la journée de son palais et il allait au bazar voir si les prix n'étaient pas trop élevés. S'il trouvait qu'un commerçant pratiquait des prix trop élevés, il lui clouait la langue sur son comptoir. Bah. Il était connu pour ça. Il a fait exterminer toute la population chrétienne de Saint-Jean d'Acre quand les Français ont approché parce qu'il avait peur d'une 5e colonne, etc., etc. Bonaparte a un emploi de la violence à la fois rationnel et visant à la réduction de son efficace, emploi. instrumental. Voilà, tout à fait instrumental. Exemplaire et instrumental. Voilà. Au fond, il y a pas, si on te suit, il n'y a pas de cruauté. C'est-à-dire, je veux dire par là qu'il n'y a pas une violence inutile à son objet. Non, parce que c'est un homme, il n'y a Les pas soldats, d'acte de voilà. cruauté. Voilà. C'est pas ça qui l'intéresse. Non. Non. Il faut que ça serve à quelque chose. Non. Non, il n'y a pas du tout ça chez lui. Voilà, c'est la cruauté. Il n'y a pas cette d'association. gratuité de la violence. Il n'y a pas de jouissance de la violence. Voilà, il n'y a pas de jouissance, c'est instrumental. Et d'ailleurs, il fait punir en Égypte des soldats précisément pour abus dans l'exercice de la violence. Par exemple, les viols sont punis absolument systématiquement et très sévèrement. Et tout ce qui peut s'apparenter à des humiliations infligées aux populations locales, gratuites, sont punis. Donc, ce qui prouve bien qu'il a un usage absolument rationnel de la violence, tout en étant capable d'aller à un extrême, s'il le faut. C'est une violence dans l'usage extrême, de la mais qui ne violence. va pas jusque dans la zone de cruauté, c'est-à-dire une violence qui dépasserait son objet. Voilà, et par exemple, après la révolte du Caire, qui a été terrible, alors les soldats français ont fini, les derniers insurgés du Caire se sont retranchés dans la grande mosquée. Et là, Bonaparte a ordonné de canonner la mosquée, ils ont d'ailleurs renversé le minaret, et ils sont entrés dans la mosquée avec les chevaux, où ils ont absolument tout cassé, tout dévasté. Il a laissé faire. Il a laissé ensuite exécuter tous les gens qui avaient été pris les armes à la main, ou qui avaient été raflés dans les combats, etc. Donc on estime à environ 10 000 le nombre des tués dans les jours qui ont suivi. Mais ensuite, les savants sont venus faire pression sur lui pour qu'il décime la population. C'est une demande de Monge et de Geoffroy Saint-Hilaire, le naturaliste, qui pourtant venait d'épouser une Égyptienne. Et Saint-Hilaire, n'ayant plus sa famille française, s'était fondé une famille autochtone. Et il y a une lettre de lui où il dit « N'ayant plus ma famille française, j'ai transporté mon affection à une famille noire. » Bon. Le même Saint-Hilaire vient dire qu'il faut décimer la population, prendre la population du Caire, en tuer 1 sur 10, pour les guérir de l'envie de se révolter. Et il a cette phrase pour leur faire connaître le nom français. Et Bonaparte publie dans les journaux, dans le journal français au Caire, publie un long communiqué dans lequel il explique précisément que l'usage de la force doit être proportionné au but qu'on se propose. Et que non seulement il met un terme à toutes les exécutions en répression de cette révolte, mais qu'en plus, il va rétablir dans leurs fonctions les dignitaires du Caire, dont il sait qu'ils ont été complices de cette insurrection, et même leur donner de nouveaux pouvoirs. Ça, c'est un comportement politique, non ? Dans l'emploi de la violence. Ce qui, bien sûr, permet d'avoir une autre appréciation de ce massacre a priori terrible et affreux, et qui l'est d'ailleurs matériellement, parce que l'exécution à la baïonnette de 3000 hommes, ce n'est pas, bien sûr, un spectacle réjouissant. Est-ce qu'il n'y a pas paradoxalement une comparaison qui peut être faite avec la pratique de l'armée britannique, qui est de tout temps, et notamment à cette époque, était d'une extrême cruauté, d'une extrême dureté, Bien sûr. avec un but totalement d'efficacité, c'est-à-dire sans affect et sans cruauté particulière. Oui, tout Dans à la fait. marine et dans les troupes terrestres, qui étaient extraordinairement violents et brutaux. Oui, tout à fait. On peut faire le parallèle, tout à fait. Les Anglais, en effet, ont une conduite tout à fait rationnelle, où les moyens sont proportionnés aux résultats qu'on se propose, et on le voit au même moment en Inde, dont ils sont en train d'achever la conquête. Et d'ailleurs, l'un des buts de Bonaparte, c'est de faire sa jonction avec le sultan de Mysore, dans le sud de l'Inde, qui est le dernier en lutte, Tipo Saïb,
qui est le dernier en lutte contre les Anglais et qui va être assassiné par un agent anglais quelques semaines plus tard. Mais donc, il y a effectivement, dans les deux cas, une rationalité, ce qui explique probablement à la fois le caractère inexpiable de l'affrontement franco-anglais à cette époque, et aussi l'admiration de Bonaparte par les Anglais qui va le conduire finalement à se rendre aux Anglais et à leur demander l'asile, ce qui a été une erreur pour lui tragique. Mais effectivement, ils se comprennent, parce qu'ils parlent le même langage de la rationalité politique et militaire. Donc ils s'entendent très bien. De ce point de vue-là, Bonaparte ne parle pas le langage de la Révolution, c'est-à-dire le langage des principes. Chez lui, il n'y a pas de référence à des principes. C'est vrai, regarde son attitude à Saint-Roch. Voilà. Non, mais même vis-à-vis de la Révolution, il a toujours eu cette idée qu'il se réservait un droit d'inventaire, c'est-à-dire que la Révolution n'avait pas de valeur particulière. On garderait ce qui était bon, mais on reprendrait aussi ce qui était bon dans l'Ancien Régime. Et que la société qu'il voulait réorganiser serait une synthèse de l'Ancien Régime et de la Révolution. Et finalement, il a plutôt bien réussi dans ce domaine. Pour un historien du XXe siècle, c'est curieux comme quand on t'écoute et quand on lit le texte que tu nous avais proposé, à quel point on est à l'aise. C'est-à-dire, je veux dire par là que... On a fait mieux, on a fait pire. Non, je ne voudrais pas déshistoriciser, bien sûr, ou déconfigurer, si tu veux, la situation très précise que tu as décrite et recontextualisée, justement, très, très bien au début. Mais au fond, pour un historien de la violence de guerre du XXe siècle, on est devant, pour le massacre des soldats en particulier, on est devant une marche de la mort, une marche de la mort, ce qu'on appelle plus tard une marche de la mort, avec toutes les caractéristiques, au fond, de marche de la mort. C'est-à-dire, la marche de la mort commence en route. Le morcelle ensuite, évidemment, les victimes. La répugnance des tueurs est visible, comme toujours. Les tueurs, mais néanmoins, le travail, si on peut dire, est fait. Les victimes elles-mêmes se mettent du côté de de quoi suis-je coupable, dit un des Ottomans, de quel machin, font comme si on leur reprochait d'être coupable de quelque chose. C'est ces demandes de pardon qu'on voit chez tant de victimes du XXe siècle avant que les coups ne s'abattent. Et au total, c'est extraordinaire comme on est au fond devant un événement qu'on a l'impression de connaître déjà. Et voilà. Et au fond, est-ce que tu dirais que ce massacre des 3000 hommes est un massacre au fond très, très moderne dans sa rationalité? En quoi tient-il au passé? En quoi tient-il à l'avenir? Et question subsidiaire, quelle a été sa mémoire? Est-ce qu'on en trouve une trace dans Clausewitz, par exemple? Est-ce qu'on en trouve... au fond, ce qui me frappe, c'est à quel point l'événement est peu connu ensuite. Enfin, comment il a été refoulé. J'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus. Il y a plusieurs questions. Je crois que si ce massacre, cette scène, est bien sûr familière, et finalement n'est d'aucun temps, c'est qu'au fond, il y a quelque chose dans la guerre d'anthropologique qui est indépendant des circonstances de la guerre. C'est à la fois des circonstances historiques, du lieu, ou des techniques qui sont disponibles. Qu'on ait le canon ou l'arc et la flèche, la guerre c'est la guerre, le combat c'est le combat. Et il y a quelque chose là-dedans de profondément anthropologique, ce qui font que au fond c'est des invariants et les réactions des combattants, les souffrances, leurs sentiments varient très peu. On peut trouver la même chose dans l'histoire ancienne, non ? Dans les guerres romaines ou dans les guerres grecques, ou dans la manière dont Hanson décrit le combat d'infanterie chez les hoplites. Bon, finalement, tout ça est familier parce que la guerre, au fond, ne change pas. Et il y a ce témoignage, il y avait eu un livre extraordinaire sur le Vietnam par quelqu'un qui avait combattu. Au fond, la guerre, ça reste la guerre, quel que soit le changement des techniques. Ça, c'est la première chose. Sur la mémoire de Jaffa, effectivement, c'est pas l'épisode dont on se souvient le plus de Napoléon, c'est que probablement
la mémoire de cette période est une mémoire si riche qu'il y a une telle accumulation d'événements qu'on ne peut pas se souvenir de tout. Une saturation. Et qu'il y a eu une sélection qui s'est faite par la chronologie finalement. Les épisodes les plus anciens sont aussi les moins connus, parce qu'on se rappelle davantage de la boucherie de Waterloo que de celle de Jaffa, parce qu'elle est plus récente. Hein, elle arrive plus tardivement. Je pense qu'en grande partie c'est ça. Ceci dit, elle existe, parce qu'elle est par exemple au cœur du probablement ce qui est le meilleur roman contemporain pas sur la période napoléonienne, sur Napoléon et son aventure personnelle, qui est le roman qui date du début des années 70 d'Anthony Burgess, l'auteur d'Orange Mécanique, La Symphonie Napoléon, qui est un roman absolument extraordinaire, avec des scènes donc en Égypte, en Russie, etc., et qui est une mise en scène de Napoléon. Et d'ailleurs, comme tu le sais peut-être, le dernier projet de Stanley Kubrick, c'était de porter ce livre à l'écran. Et il y a travaillé des années, puisqu'on a aujourd'hui, on a publié une espèce de boîte souvenir avec toutes les notes de Kubrick, il avait commencé à travailler à ça. Et précisément, l'idée de Kubrick, c'était de mettre en scène ce Napoléon hors de toute mesure de Jaffa et de l'Égypte. Parce que là, c'est un personnage shakespearien, quoi. Hein, c'est un personnage hors de toute mesure humaine. Et c'est précisément ce qui intéressait Kubrick. Hein. Donc c'était son dernier projet. Donc finalement, c'est une mémoire qui reste, parce que c'est aussi un épisode, au fond, très énigmatique de l'histoire de Bonaparte. Et finalement, je pense que pour moi, c'est probablement l'un des épisodes où on peut le mieux le comprendre. Comprendre ce personnage qui est une énigme vivante, hein, quand même. Ce type a quelque chose d'extérieur à l'humanité commune, assurément. Est-ce que son départ d'Égypte un peu en catémini est également une sorte à la fois un acte politique et quelque chose où il s'affranchit de tout scrupule, remords Il y a de ça, bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait noyer les prostituées, c'est parce qu'il veut avoir une armée capable de gagner une bataille avant qu'il s'en aille. Il sait déjà qu'il va partir, mais il veut rentrer en vainqueur en France. Parce que s'il rentre, et là il sait que comme la guerre a recommencé en Europe, le régime va s'écrouler à Paris. Donc il rentre pour prendre le pouvoir, pas pour autre chose. Et donc pour lui, remporter une ultime victoire, il va la remporter à Aboukir précisément, là où la flotte avait été détruite. Là il va absolument détruire une armée ottomane. 30 000 morts en une journée de bataille terrible. Et ça va lui permettre de rentrer en vainqueur, de donner une image de son expédition comme un immense succès, alors que finalement elle était un fiasco, et de laisser les autres se débrouiller avec le bébé. Hein. Ils sont rentrés comment d'ailleurs? Bonaparte? Non, les autres. Ah, les autres, ils ont été, rapatriés après la capitulation en 1801. Quant à Bonaparte, il a tout simplement négocié avec les Anglais son retour. Et il a négocié avec l'amiral Smith, qui organisait le blocus au large de l'Égypte, et dont le calcul a été simple. Smith savait très bien que dès lors que Bonaparte ne serait plus en Égypte, tôt ou tard l'Égypte tomberait. La présence française serait finie. Donc son intérêt, c'était de renvoyer Bonaparte en France le plus vite. Donc les Anglais ont dit on a besoin d'aller faire de l'eau, de se ravitailler en eau douce à Rhodes. Donc les bateaux anglais sont partis à Rhodes pendant quelques jours, et pendant ce temps-là, Bonaparte a pris la mer et a rejoint la Corse. Voilà. Donc il est parti avec l'accord des Anglais. Ce que lui a toujours nié par la suite, mais Smith a toujours dit qu'il avait négocié par l'intermédiaire de Marmont, qui était même venu à bord d'un navire anglais à Alexandrie pour négocier le départ. C'est de la politique, ça. Mais là, il rentre pour prendre le pouvoir, donc il a passé par profits et pertes l'aventure égyptienne. C'est un homme qui avait une capacité comme il avait une capacité de concentration, il disait ma tête est comme une armoire, donc je veux traiter une affaire, j'ouvre un tiroir. Je la traite à fond, ensuite je ferme le tiroir, j'en ouvre un autre, et je passe à autre chose, sans que l'affaire précédente m'occupe l'esprit. Et quand je suis fatigué, je ferme tous les tiroirs et je vais me coucher. Et c'était exactement ça. Et pareil donc pour sa vie. Donc l'épisode égyptien, c'était quand même une tragédie au final. Une fois que c'est fini, c'est fini. Il est passé à autre chose, il a oublié, c'est passé par profits et pertes, c'est terminé. Voilà. Et il a fait ça toute sa vie, au fond. Pareil en Russie, quand il revient du désastre russe, il publie un communiqué « Je ne me suis jamais aussi bien porté ». C'est son seul commentaire sur le désastre qui vient d'avoir lieu.
Enfin, il dit pas ça comme ça, il dit la santé de l'empereur n'a jamais été aussi bonne. Une armée entière a été détruite, mais voilà, donc il a une capacité de... Ça doit intéresser le psychanalyste, non? Bon, je pense que c'est un personnage qui est au-delà de toute psychanalyse.